Salut à tous et c'est les Perfect, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de WWE Clash of Champions qui va donc avoir lieu ce dimanche, le 27 septembre, minuit le kick-off et 1h du matin le pay-per-view pour une durée, maintenant on le voit, les durées sont assez digestes, donc on sera autour de 2h30, 3h maximum. On a quand même 9 matchs. Un qui a été relégué dans le kick-off et 8 donc sur la carte principale. En tout cas, c'est la configuration actuelle. Donc ça fait quand même une carte un petit peu plus lourde quand même que dernièrement. Donc on peut peut-être se dire que ça va se rapprocher des 3 heures. Donc pour une fin de pay-per-view autour de 4 heures du matin, ça reste, on va dire, correct. Hein, on peut le dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'avantage, c'est que il n'y a pas de match, on va dire, des potentiels matchs comme je peux faire souvent maintenant, des pronostics de matchs potentiels, puisqu'en général, comme c'est un pay-per-view où tous les titres sont défendus, hein, c'est la spécificité de ce pay-per-view, comme on a tous les titres qui sont maintenant défendus, on a tous les matchs annoncés, on peut se dire que la carte est complète. Même si l'année dernière, par exemple, il y avait déjà eu un match où les titres n'étaient pas en jeu. Hein, ils peuvent en rajouter un, mais je pense que la carte est déjà très lourde. Il n'y a pas besoin d'en rajouter un de plus. Et ils en ont même relégué un dans le kick-off. Malheureusement, j'ai envie de dire. Et on va commencer tout de suite par là. Juste avant de commencer par ce match, on va parler quand même du dernier titre qui va, à mon avis, être défendu, si on peut dire. C'est le titre 24/7. Hein, puisque comme vous le voyez dans ma vignette, hein, j'ai affiché toutes les ceintures. Je pense que le titre 24/7 peut avoir une petite place. Alors, ça va pas être très long, hein, ça va être un petit segment, ça va durer quelques minutes. Ça peut être en plusieurs épisodes. Ils peuvent faire ça peut-être en kick-off. Voilà, parce que je me dis que R-Truth, il en est à 39 titres. Donc, je me dis qu'il va peut-être avoir le 40e. Lors de cette soirée, hein, pour marquer le coup. Donc peut-être que R-Truth va perdre le titre, peut-être en kick-off, voilà, dans un segment backstage ou durant le panel, et qu'il le récupérera durant le show principal, voilà, toujours dans un petit segment, peut-être pendant un match, entre deux matchs, enfin voilà, ils vont faire un petit truc un peu humoristique, ce sera peut-être dans la salle ou à l'extérieur, ils vont peut-être faire un petit film, un peu comme ils ont fait hier à Raw, dans la plage. D'ailleurs, quid de d'Akira Tozawa? Est-ce qu'il a vraiment été mangé par un requin? Est-ce qu'on va revoir Akira Tozawa? Rien n'est moins sûr. Maintenant avec la WWE, hein, on sait que on peut ressusciter et sortir d'une tombe. Hein. On l'a vu avec AJ Styles. Donc maintenant la cohérence, hein, on connaît les bails avec le WWE. Donc Akira Tozawa peut tout à fait revenir dès dimanche. Hein. On le verra bien. Mais voilà, faire un tout petit prono là-dessus. Je pense que Truth va avoir un petit segment ou deux, juste histoire de jouer son titre. Mais je pense que vu qu'il en a 39, ça serait peut-être pas mal d'avoir le 40e dans la soirée. Donc je pense qu'il va le perdre et il va le récupérer dans la soirée. Voilà mon petit pronostic. Voilà, maintenant on va passer tout de suite donc à tous les matchs. Donc un match qui a été annoncé dans le kick-off, c'est Asuka contre Zelina Vega. Et oui, Zelina Vega, c'est quand même une surprise. Je pense qu'on peu de gens attendaient ça à Clash of Champions. Ça s'est fait assez vite, hein, puisque pas plus tard que la semaine dernière, puisque Mickie James affronter Asuka pour un titre, hein, pour le titre, hein, donc c'était quand même la chance de Mickie James pour son retour, et il y a eu un botch à la fin. Le finish a été botché, l'arbitre a prononcé un arrêt de l'arbitre et en gros un unable to compete pour Mickie James. Il s'est trompé en fait, visiblement il a cru qu'elle était tombée dans les pommes et qu'elle était blessée, Mickie James, mais en fait elle avait seulement bien vendu la prise et du coup il s'est fait avoir l'arbitre. Enfin il a merdé là-dessus. Du coup ils ont essayé de trouver un subterfuge, puisque après ce match Zelina Vega est intervenue. Elle est apparue, donc ce qui confirmait de toute façon que Mickie James était prévu pour perdre, hein, puisque Zelina Vega est arrivée sur le ring et elle a montré ses ambitions, hein, elle voulait être la prochaine challengeuse au titre d'Asuka, tout simplement. Donc voilà, ça prouvait que Mickie James n'était pas de toute façon amenée à être la championne. Et donc ils ont essayé de retomber sur leurs pattes. Donc hier soir à Raw, ils ont organisé un number one contender match entre Vega et James. Et le match voilà était très très banal, et Vega s'est imposé avec un backstabber, tout simplement, un geste assez classique, hein, c'est assez simple. Et donc Vega donc
confirme son push là solo maintenant, puisque ils l'ont sorti visiblement du management d'Andrade et Garza, puisque ça fonctionne plus entre les deux. Elle en a marre, donc elle veut tenter sa chance en solo, et ça fonctionne, puisque en tout cas elle a obtenu cette chance. Mais attention, parce que il y a du monde derrière, il y a du monde au portillon, j'en reparlerai juste après. Pour le pronostic, un match du kick-off entre Asuka et Vega. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Évidemment, conservation du titre par Asuka. Je peux pas vous dire autre chose. Le match va pas être très long. Durée kick-off. Donc durée kick-off, c'est 8 à 10 minutes. Voilà. Ça va pas être la folie. Et Asuka, bien entendu, va conserver son titre. Il n'y a aucune chance que le titre change de main. Et comme je vous disais, donc, il y a du monde au portillon. Peyton Royce s'est présenté hier. Et bon, elle a perdu. Elle a affronté Asuka hier soir. Elle a perdu. Intervention de Zelina Vega, justement. Donc victoire par DQ. Donc en plus, intervention par DQ. Donc ça protège déjà Peyton Royce, puisqu'on parlait d'un push pour elle. Donc c'est peut-être confirmé, hein, puisque évidemment, visiblement, on veut pas la faire perdre clean contre Asuka. Donc défaite, mais seulement par DQ. Et Zelina Vega donc qui intervient. Elle évite un spinning back fist de la part d'Asuka. Elle sort du ring et elle crie "This is my time now! This is my time!" Voilà, donc Vega là, elle est ambitieuse, hein. Elle est ambitieuse. Voilà, bon, et puis donc comme on a annoncé aussi Mandy Rose, hein, qui est de retour, enfin qui a été drafté à Raw. Donc dans une espèce de storyline où ils ont trouvé un petit moyen pour Otis de perdre peut-être sa mallette, hein. Ils sont partis là-dessus, on verra bien. Bref, dans l'histoire, le Miz a réussi à exclure Mandy Rose, et à la sortir et à la mettre à Raw, donc ça fera peut-être une challengeuse pour plus tard, même s'il y a besoin de bosser, hein. Il y a quand même besoin de bosser. Et il y a surtout un gros push là qui a l'air d'être enfin à venir pour Bianca Belair, puisqu'elle a eu son petit clip de promo hier. Et un petit clip sympathique, voilà, elle montre déjà toutes ses capacités athlétiques, et je pense que ça peut être vraiment un atout et qui peut vraiment aller très très loin, Bianca Belair. Donc j'espère que ça va être enfin le bon départ pour elle, parce que là ils ont vraiment mis du temps à mettre la machine en route. Donc il y a quand même déjà quelques filles là en route. Maintenant bon, moi j'aurais aimé que ce soit Shayna Baszler, mais bon là ils l'ont foutu en tag team avec Jax, donc pour X temps. Décidément ils veulent protéger à fond ce match entre Asuka et Baszler. Il faudra bien que ça arrive un jour, hein, mais ça sera peut-être pas avant 2021 finalement. Le temps que son équipe split, quoi, je pense. Bref, on verra bien. En tout cas, victoire d'Asuka, il n'y a aucun doute là-dessus. Match suivant, justement, j'en parlais. Allez, on passe directement donc à la carte principale avec match de championnat par équipe féminin entre Nia Jax et Shayna Baszler, donc que j'ai appelé Shayna contre la Riot Squad 2.0, hein, Ruby Riott et Liv Morgan, qui effectivement c'est un peu la grande mode à la VVE actuellement. C'est les équipes dysfonctionnelles, les équipes qui s'engueulent en tension, où on ne sait pas vraiment si elles vont splitter ou pas. Elles se rabibochent après, on sait plus, on comprend plus rien. Et il y en a 10 comme ça, des exemples comme ça, il y en a 10. Et c'est pas très compliqué, regardez le visuel. Regardez le visuel. Déjà les deux équipes en place, il y a de la tension, il y a de la dysfonctionnalité. C'est déjà la merde dans les deux équipes. Et ils ont enfin trouver, on va dire, une certaine cohésion au sein des deux équipes. A priori, maintenant, je me méfie, hein, avec la VVE, hein, parce que même les Iconics, hein, ils les ont séparés, puisque justement, parlons-en. Pourquoi est-ce que Morgan et Riot sont challengeuses? C'est parce qu'elles ont battu les Iconics dans un match à la stipu très étonnante. Les gagnantes devenaient challengeuses numéro 1, bon, là-dessus très bien, mais les perdantes, au contraire, elles devaient splitter. Ah bon, d'accord. Donc, du coup, les Iconics se split. Probablement, donc, de ce qui se dit, parce que Vince avait des plans pour Peyton Royce, avait envie de la pusher. Ce qui peut être, effectivement, est le cas, hein, puisque, comme je vous le disais, elle n'a perdu que par DQ hier. Elle voulait surtout pas qu'elle prenne le pin sur Asuka, hein, surtout pas. Hein. Oh là là, non, surtout pas. Bref. Voilà, et du coup, le soir même, Raw Underground, on retrouve les Iconics. Et là, Peyton Royce qui fait une crasse à Billie Kay, qui l'envoie, la jette en pâture à Duke et Shafir. Pourquoi est-ce qu'elle trahit sa copine comme ça? Aucune raison. Et là, hier,
Ben là, elles étaient ensemble, toutes les deux. Billie Kay, qui fait, enfin, alors on sait pas si elle cache quelque chose, mais elle dit oui bon, elle dit à Asuka, oui bon, c'est pas parce qu'on n'est plus une tag team qu'on se soutient plus, hein, on est toujours ensemble, bon, mais il y en a marre, c'est partout dans toutes les équipes, il y a aucune équipe qui tient la route, bordel, j'en ai marre des teasings là, des équipes, oh bah je suis avec toi, je te soutiens, et puis paf, je fous un coup de couteau dans le dos, on en a 10 comme ça, même la EW on l'a partout, arrêtez avec ça putain, arrêtez. Un peu d'unité, un peu des équipes qui tiennent la route, bordel. C'est trop vous demander ça? Merde. Bref, voilà donc on en est arrivé là. Et puis bon bah entre les deux équipes, il y a Lana et Natalia là qui servent surtout de carpette, hein, notamment Lana. Hein, j'ai l'impression que la VVE est en train de faire payer le fait que Miro soit parti à la EW pour que du coup Lana se fasse éclater à chaque semaine. Là elle se prend deux Samoan drop sur la table par Nia Jax 2 semaines consécutives. Et elle s'essuie des défaites cuisantes. Paf paf, elle se prend des pins rapidement. Shayna Baszler l'a expédié hier soir. La Kirifuda Clutch, le coup de pied dans la gueule, Kirifuda Clutch, hop là, allez hop, on balaye tout ça. Hein, Natalia prend jamais rien, hein, c'est toujours Lana, hop, et je te balance contre la table des commentateurs. Et voilà, il y a que ça entre les deux équipes pour aller le build-up. Conservation pour moi, le pronostic, conservation des titres par Shayna, parce que c'est logique, ils sont championnes depuis pas longtemps et l'histoire doit continuer, c'est pas le moment de splitter, même si Morgan et Riot elles mériteraient quelque chose. C'est vrai qu'elles n'ont jamais eu de ceinture, hein, ni l'une ni l'autre, que ce soit à NXT, que ce soit dans le main roster. C'est vrai qu'elles n'ont pas n'ont pas touché à l'or, hein, finalement. Ça veut pas dire que ça va pas arriver dimanche, mais je pense que c'est trop tôt, ça sera pas tout de suite. Ils peuvent peut-être on va peut-être avoir une fin à la con, hein. Si ça se trouve ils vont faire une fin qui protège et du coup on va peut-être avoir un DQ ou une connerie comme ça. Ils peuvent le faire, hein. Si ça se trouve il y aura une fin à la mort moelleux pour prolonger la feud un petit peu. Parce que c'est vrai que derrière, ils ont splitté les Iconics comme des cons. C'est l'une des rares équipes où il y avait de l'unité, l'une des seules équipes, vraies équipes qu'il y avait. Donc peut-être falloir aller du côté de NXT, hein, peut-être la Team Ninja là, Kayden Carter et Casey Catanzaro, peut-être. Bon, Raquel et Dakota Kai, voilà, faire des petites équipes comme ça. Dans le main roster, ça devient compliqué, si à moins que Bliss et Cross ne reviennent faire une tag team, mais là pour l'instant on n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Voilà, c'est difficile pour trouver des challengers derrière. Hein. Donc voilà, bon je donne la conservation des titres par Jax Baszler. Le match va pas être extraordinaire, je pense. Hein, je pense que il va pas durer très longtemps non plus. On va vite torcher ça. Shayna Baszler, Kirifuda Clutch, elle va faire un truc assez badass, et puis elle va soumettre l'une des deux, peut-être Liv Morgan, et puis voilà quoi. Ouais, ça va pas être la folie. Allez, match suivant, titre US, United States, États-Unis, entre Bobby Lashley et Apollo Crews. Encore une fois, il n'y a pas de raison en fait, hein, puisque on l'a vu, voilà, je vous en ai parlé dans ma dernière review, Payback. Bobby Lashley c'est logiquement imposé, il a pris le titre, enfin. C'était logique, c'était prévisible. Il lui a porté sa full Lashley et il n'y a pas eu de contestation possible, hein, c'était clean. Donc on refait le match, comme dirait l'autre. On refait le match. Et du coup c'est en toile de fond, c'est encore hard business contre le petit duo, les deux qui restent, hein, face, hein, à savoir Crews et Ricochet, puisque effectivement il s'est passé des choses depuis ma dernière review. Enfin, j'ai envie de dire, un peu de logique, un peu de cohérence, même si ça paraissait évident. Cedric Alexander a enfin décidé de turner heel et de rejoindre le hard business. Enfin. Bon, pour une fois qu'il y a de la logique, hein, alors certes, il y a aucun twist, hein, pour le coup, c'est le truc qu'on nous a teasé depuis des semaines qui finalement est arrivé. Au moins, il y a un peu de cohérence. Ça a pris du temps. Maintenant, le hard business, il est là, il est présent. J'ai envie de dire même omniprésent à Raw, où on les voit partout. Ils s'infiltrent partout dans toutes les storylines, on les voit au début, au milieu, à la fin, même dans les main events. Ils sont partout. C'est un peu trop là, c'est trop. Je l'aime plutôt bien ce clan, il est plutôt stylé, j'ai envie de dire. En soi, quand on regarde le quatuor, voilà, il y a de la sap, il y a du style, ça talk. Voilà, et puis un MVP qui fait vraiment un gros boulot de manager. Voilà, c'est un clan qui est stylé, mais attention parce que là, je trouve qu'on nous l'enfonce dans la gorge. Il est
trop présent, et on va en avoir marre. Et il va falloir un peu se calmer de ce côté. Et puis ils sont buildés, ils sont plus ou moins twinners, c'est quand même bizarre, parce que là on les voit maintenant, entre guillemets, feudés avec Retribution maintenant. Donc à un coup on les voit un peu en justicier, donc on va dire un peu en face, et puis tout à coup on va les voir faire des crasses à Apollo Crews et Ricochet, et en train de les tabasser. C'est un peu, voilà, ils ont plusieurs casquettes actuellement, ils tournent un peu. C'est assez compliqué là, de suivre un peu leur business, mais ils sont présents partout quoi. Pour le pronostic, j'ai envie de donner la conservation du titre par Bobby Lashley, qu'il a eu donc il y a un mois à Payback, donc c'est tout récent, c'est tout frais. Il n'y a pas de raison de changer. Apollo Crews, bien évidemment, il a envie d'être 2 fois champion US. Maintenant, je pense pas que ce soit le plan. Le train, je pense, est passé pour lui. Et puis, il y a toujours, il y a 2 challengers derrière potentiels. Pour moi, il y a Ricochet, qui a déjà été champion des États-Unis, mais qui peut revenir dans le game juste après. Donc, je pense que ça peut être le rival suivant, l'adversaire suivant pour Lashley. Et peut-être Alexander. Ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent peut-être créer une petite histoire. Alors, on va pas parler de clash ou encore à nouveau au sein du hard business. Oui, mais Alexander peut-être se dire, parce que lorsqu'on écoute ce qu'a dit Alexander hier, il a reproché à Crews justement de lui avoir un peu pris son temps quoi, son opportunité à lui. Parce que c'est vrai qu'il est occupé tout le temps là à prendre la ceinture US, et puis pendant ce temps-là, lui, il n'avait pas d'opportunité, il était bloqué là, puisqu'il était le pote de Crews. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a tourné heel. En gros, c'est un peu ça. Donc, il avait envie de voler ses propres ailes et de rejoindre un autre clan qui défonce des races, on va dire, et de se sortir un peu de ces deux là, de Ricochet et de Crews. Et puis il a rien à foutre de ses enfants, c'est ce qu'il dit aussi, Alexander. Waouh, il est allé loin. Et voilà, il a envie de s'envoler de ses propres ailes. Et du coup, peut-être que, alors vous allez me dire peut-être que, justement, Crews peut être champion. Et Alexander rival. Le truc c'est qu'hier soir ils sont affrontés. Les deux sont affrontés et Crews a gagné. Crews a battu Alexander. Bon alors c'était pas très clean parce que Ricochet a un peu distrait Alexander et du coup il s'est pris un roll-up de merde. Alexander, il s'est pris un roll-up de merde et victoire de Crews. Bon voilà. Puis après petite distraction, hard business qui défonce Ricochet, Crews, full Lashley sur Crews et puis voilà quoi. Voilà, on en arrive là. Donc le hard business, bien sûr, à 4 contre 2, forcément, il est plus fort. Pourquoi on n'intègre pas Mustafa Ali dans l'histoire? Tant qu'à faire. Mustafa Ali qui est pour l'instant cantonné à main event, mais c'est triste, c'est dramatique. Ressortez-le. Au moins, essayez d'équilibrer un petit peu les forces en présence. Là, ils sont que 2. Remettez-nous Mustafa Ali. Voilà, et puis cherchez-nous un 4ème, je sais pas, Cario, ou... je sais pas, mais essayez de... mais c'est compliqué, là. C'est compliqué, là. Comment on peut s'investir à 4 contre 2 là? Donc voilà, conservation par Lashley, full Lashley, et puis on en finit là. Et puis on passe à l'adversaire suivant, à mon avis plutôt Ricochet. Voilà, à moins qu'il se décide enfin de sortir Mustafa Ali du placard. Malheureusement, j'ai l'impression de ce qui se dit que il est pas très chaud, Vince, il est pas très chaud sur Ali. Et ça me sape le moral, je peux vous le dire. Bref, allez, victoire de Lashley, conservation. Donc, match suivant, Street Profits contre... Mon Dieu, Andrade et Angel Garza pour les titres par équipe de Raw. Là, j'en peux plus là. Ça peut plus, ça fait... Il s'en faut toutes les semaines. Toutes les semaines, on a ces 2 équipes là. Toutes les semaines. C'est incroyable. SummerSlam, on les a eu déjà. On les a eu à SummerSlam, bordel. C'était déjà même le match de WrestleMania, sauf qu'à l'époque, Andrade, il était indisponible. Donc ils avaient remplacé par Austin Theory. Mais à la base, ça aurait dû être Andrade Garza. Donc c'était déjà aussi le match de WrestleMania. On l'a eu à SummerSlam. Clash of Champions, on recommence. J'y ai cru hier pourtant. Il y a eu un triple threat match entre 3 équipes, donc pour déterminer les challengers. Donc Andrade Garza, Rollins Murphy et Dominic Mysterio contre et Carrillo donc. Voilà, dans un triple threat match. Je pensais que Rollins Murphy, même s'ils sont évidemment en difficulté actuellement entre les deux là, ça se frite. Je pensais qu'ils allaient peut-être pouvoir raconter une petite histoire. Encore avec ça. Encore une équipe. Où il y a de la tension, entre guillemets. Encore un duo où ça se passe mal. Comme je vous disais tout à l'heure. Ils allaient peut-être raconter une histoire à travers ça. Et je me suis dit peut-être que du coup, Rollins et Murphy allaient prendre les titres à Clash of Champions. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que les Street Profits,
ils sont devenus champions donc il y a 6 mois, plus de 6 mois maintenant, en battant Rollins et Murphy. Donc ça aurait bouclé la boucle. Ça aurait été, justement, ça aurait fait sens. Bref, voilà, et ça s'est pas passé comme ça, puisque Murphy a voulu faire le tag avec Rollins, et sauf que Rollins il dit, oh là là, non, là, j'ai des choses à faire. Il a pris son blouson, il s'est barré. Il a laissé Murphy tout seul dans la merde. Et puis là, combinaison, paf, le Judas Effect, le back elbow là d'Andrade, et puis le wing clipper de Garza. Et victoire à nouveau d'Andrade Garza. Donc ils vont à nouveau s'accorder une chance au titre par équipe. J'en peux plus. Et là, je vous le donne en mille, eh ben il y a de l'unité. Il y a de l'unité au sein de l'équipe. La semaine dernière, le mois dernier, je vous disais quoi à SummerSlam? Je vous disais que c'était le moment de prendre les titres à SummerSlam pour Andrade Garza. C'était le moment. Ça faisait voilà presque 6 mois de règne pour les Street Profits. Ça faisait long là. Il était temps de changer. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une fin à la mort moelle-nœud avec Zelina Vega qui se fait bousculer. Et puis voilà, bon bah du coup Garza il peut pas faire le tag et puis voilà il se fait battre à la fin. Et à nouveau de la tension alors que il y avait plus de tension. Justement, donc c'est tension, plus de tension, plus de tension, j'en peux plus, make up your mind là, make your mind, j'en ai ras le cul, et alors là, les histoires d'empoisonnement, hein, empoisonnement de montée de Sword, quel empoisonnement, il y a une histoire d'empoisonnement, de quoi tu me parles, Sully là, de quoi tu me parles, il y a jamais d'histoire d'empoisonnement, mais non, ça n'existe pas ça, mais non, allez, on met tout sous le tapis, ça n'a jamais existé ça, jamais, donc il n'y a pas d'empoisonnement, ça n'a jamais existé, et donc l'équipe semblait aller mieux. Du coup, paf, tension à SummerSlam. Ça s'embrouille encore entre les deux. Zelina Vega, elle en a plein le cul. Du coup, elle quitte l'équipe là. Elle se dit bon bah voilà, maintenant je vais partir en solo, carrière solo. Donc voilà, elle a son titre, sa chance contre Asuka maintenant. Et là donc hier il gagne. Donc c'est quoi l'histoire? C'est de nous dire que peut-être qu'Andrade Garza se comporte mieux sans Vega? Est-ce que c'était Zelina Vega le problème finalement? C'est ça qu'on est en train de nous dire? Eh ben justement, rien que pour ça, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais donner la victoire à Andrade Garza. Parce que, à force de nous faire des matchs, et qu'ils n'arrivent jamais à gagner, je me dis, ils ont une idée derrière la tête. Ils vont finir par le faire. Et puis, c'est, comme je vous le disais, il y a trop d'équipes qui split, il y a trop de tension au sein des équipes. Donc là, si c'est pour à nouveau faire perdre Andrade Garza, nous remettre de la tension, là je dis stop. Je dis drapeau blanc, je dis temps mort. Je mis time out là. Je suis en train de faire le signe avec mes deux mains là. Time out. Non. On arrête les splits d'équipe. Et donc on laisse l'unité là. On laisse l'unité. Et là, lancez les latinos vers les titres. Putain, ça fait 10 ans là qu'ils ont les chances là. Stop. Et comme je vous le disais déjà il y a un mois. Alors c'est pas maintenant que je vais vous dire le contraire. Il y a trop de temps, ça fait trop longtemps que les Street Profits sont champions. Depuis début mars, bordel. On arrive bientôt à 7 mois. Ça va être l'un des plus longs règnes de l'histoire des tag teams d'Euro. Donc, je les aime bien, les Street Profits, c'est pas le problème. Mais quand on est à 6-7 mois de règne, c'est bien de changer un peu là. C'est bon, les gars. Et puis buildez-nous, construisez-nous une vraie division tag team là. Réveillez-vous les mecs là. Là, Raw, c'est mort de plaine là. Putain, il n'y a plus d'équipe là. Putain. En plus, le pauvre Ivar s'est blessé comme un con. Donc Ivar, il est mort, il est out pendant out of Africa pendant 8-9 mois là, à mon avis, voire même plus. Donc Viking Raiders, il y en a même plus. Rollins Murphy, ils auraient pu continuer, mais bon là, c'est terminé. Vic et Sorn. Bah, on peut oublier, puisque Sorn, maintenant, il a Retribution. Et Vic, Brendan Vic. Alors là, c'est avis de recherche, là. T'es où, là, Brendan Vic? T'es où? Alors là, laisse tomber. Ricochet Alexander. Bah, vous avez vu, Ricochet Alexander. Ça pourrait être sympa, cette petite équipe, là. Les virevoltantes, là. Oh, bah non. Ah, bah non, surtout pas. Cochon. Bref, on les a splittés. Eh ben voilà, c'est que ça, je vous le dis. Ce n'est que ça, les équipes. Ce n'est que ça. Et je vous parle même pas à SmackDown, la Lucha House Party, dont je vous parlerai tout à l'heure aussi. C'est une mode. C'est terrible. C'est un fléau. C'est un fléau, là. La VVE, c'est terrible. Bref. Donc j'ai envie de donner le petit pari fou. Victoire d'Andrade et Garza.
pour qu'il y ait un petit changement de titre, hein, parce que pour l'instant je vous en ai donné aucun changement de titre, hein, jusqu'à maintenant. Il faudra à mon avis qu'il y en ait, parce que lorsqu'on a 9 matchs de championnat quand même, bah il va bien falloir qu'il y en ait un ou deux qui changent quand même dans la soirée. Je serais quand même surpris qu'il n'y en ait aucun. Et voilà, pour changer un petit peu, voilà, on verra par la suite. On verra ce qu'ils pourront faire. Cario et Dominique, c'est peut-être une équipe qui va avoir peut-être une chance aussi, parce que, bah oui, pourquoi pas. Bon, l'équipe sort de nulle part, certes, mais bon, bah, les deux latinos, voilà, pourquoi pas. Ils peuvent faire ça. Voilà, bon, mais va falloir construire quelque chose derrière, parce que là, c'est dramatique les équipes là. C'est dramatique. Donc voilà, victoire d'Andrade et Garza dans un match qui pourrait être pas mal. À SummerSlam, c'était pas mal. Même si c'était niveau weekly. C'était le problème. Bon, peut-être que ça va être encore niveau weekly. J'espère que ça va être un petit peu plus compétitif. Au moins l'avantage c'est qu'il n'y aura pas de Zelina Vega. Donc peut-être que ça sera moins overbooké. Et c'est peut-être ça l'avantage. Et que du coup la morale de l'histoire ce sera de dire que Andrade Garza sans Vega, et ben c'est la bonne formule, comme dirait Orlan Courbis. Allez, match suivant. On passe aux autres tag teams. Nakaro, hein, j'aime bien ce nom, c'est moi qui l'ai inventé, Nakaro. Certains disent Césamura, moi j'aime bien Nakaro, donc Cesaro Nakamura, pour affronter la All Shows Party. Donc, alors on n'a pas la composition finale. J'ai envie de vous dire spontanément Grand Métallique et Lince Dorado. Plutôt, parce que Kalisto il a l'air d'être un petit peu plus solo actuellement. Il a fait son retour. Et ben, je vous le donne en mille. Enfin, vous l'avez vu, de toute façon. Allez, encore de la tension. Encore une nouvelle équipe en tension. Ben oui. Et oui, parce que, bon, visiblement, il y a une guerre, là, pour désigner un peu le leader de la Lucha Party. Donc ça se frite entre Dorado et Kalisto. Donc on sait pas trop, là. Et puis du coup, bon, bah, ils foutent la merde, en plus. Ils foutent la merde. Ils ont fait perdre Grande Métallique. Ils ont fait une connerie. Ils ont fait une connerie vendredi. Et puis, bah, Cesaro a gagné et il a battu Métallique. Dans un match qui, d'ailleurs, entre parenthèses, paraît-il, que Vince McMahon a détesté. À tel point qu'il avait envie de l'arrêter et de l'abréger ce match. Alors, ne me dites pas pourquoi, j'en sais rien. On n'a pas les détails, mais il a détesté ce match entre Cesaro et Grand Métallique. C'est difficile de dire pourquoi. Parce que c'était un match. Un match. Voilà, un match normal, classique, weekly, quoi. Mais qui était loin d'être dégueulasse en soi. Mais maintenant, vous dire pourquoi est-ce que Vince n'a pas aimé ce match, c'est difficile à dire. Hein. Surtout être dans la tête de Vince, c'est très très compliqué. Le pronostic. Conservation de Nakaro. Je vois pas pourquoi il changerait de titre, de ceinture. Voilà, ils ont les ceintures, ils ont pris les ceintures à Extreme Rules, hein, dans le Tables match contre les New Day. Donc ça fait 2 mois. Voilà, ça fait 2 mois. Alors 2 mois, ça peut être suffisant pour perdre les titres, mais je pense pas que ce soit le tour de leur moment pour perdre. Je pense pas que ce soit encore le moment. Ils sont plutôt convaincants, tag team, hein, les deux, voilà, ils font plutôt du bon job, voilà. J'ai l'impression que Nakamura prend un peu de plaisir, il fait des promos, bon bah voilà, avec le niveau d'anglais qui est le sien, certes, mais voilà, j'ai l'impression qu'il prend du plaisir, il aime bien un peu troller, faire des petites vannes. Voilà, c'est pas la folie, mais ça fonctionne pas trop mal, entre les artistes collectives. Et puis au moins ils se sont débarrassés de Sami Zayn, donc voilà, ils sont bien tous les deux. Voilà, et puis il y a du catch, il y a du niveau, donc je pense qu'il faut les conserver, faut les conserver comme champions. Et puis on annonce forcément, on parle toujours d'une draft, d'ici la fin de l'année peut-être, une draft, donc peut-être que ça peut bouger aussi à ce niveau-là. Justement, je vous disais le problème qu'il y a aussi au niveau des tag teams Arrow, mais il est aussi présent à SmackDown, donc c'est peut-être le moment de changer tout ça. Hein, peut-être les Street Profits, peut-être qu'ils perdraient justement leur titre, comme je vous le disais, pourraient peut-être passer à SmackDown, et peut-être qu'on reprendrait la feud, enfin le début de feud, puisque Street Profits et Cesaro Nakamura, bah, ils se sont affrontés l'autre jour là, dans un Champion versus Champion, donc peut-être que ils peuvent reprendre ça à SmackDown, du coup. Et mixer un peu, voilà, changer un peu. On annonce aussi le retour des Forgotten Sons. On sait pas vraiment encore quand, mais on parle de leur retour. Et on ne sait pas si ce sera avec ou sans Jackson Riker, hein, évidemment, après tout ce qu'il avait dit sur Twitter, notamment voilà, sur les tweets pro-Trump. On ne sait pas encore s'il va être de retour pour accompagner Cutler et Blake.
à voir. Mais on annonce leur retour bientôt, donc ça sera pas de trop. On parle peut-être même d'un repackaging, parce qu'il se dirait que effectivement la gimmick de Patriot, à l'heure actuelle, on va dire, hein, c'est vrai qu'en plus on est en pleine campagne américaine, hein, les élections ça approche, donc c'est peut-être pas le bon moment, voilà, ils vont peut-être être repackagés également, donc à voir, voilà, c'est tout ce qui se dit en coulisses. Bref, voilà, il y a peut-être moyen de redistribuer un peu les cartes et surtout faire des vrais tag teams, et arrêtons les tensions entre les équipes, il y en a marre. Il y en a marre. Et donc, je le rappelle une dernière fois, conservation pour moi du titre par Nakamura et Cesaro. Et peut-être la merde, enfin ça me fait chier, hein, peut-être de la merde encore à la fin. Hein, une connerie, une boulette au sein de la Lucha's Party. Peut-être que si c'est Kalisto qui joue les managers durant le match, peut-être que Ringside va faire une connerie. Ou alors il va faire un geste volontaire, il va turner. Il turn de Kalisto, j'en sais rien. Mais who cares quoi, who cares. Il turn de qui que ce soit, c'est pas très excitant, hein, il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Même si je me souviens très bien qu'ils avaient teasé quelque chose. Alors c'était à l'époque de 205 Live, il y avait une storyline où on avait l'impression, où il y avait Grand Metalik qui s'était fait agresser backstage. On a pendant plusieurs semaines, on savait pas qui l'avait fait, mais disons qu'il nous racontait les choses de telle façon, de telle sorte que on avait vraiment l'impression que c'était Lince Dorado qui avait turné heel quoi, mais sauf qu'on nous l'a finalement jamais dit. Encore une énième storyline abandonnée par la VVE, hein. On ne saura jamais au final qui a agressé Grand Metalik. Bref, voilà, donc il y avait quand même déjà des idées, une idée à l'époque pour faire splitter l'équipe, hein. Voilà pour la petite parenthèse. Allez, match suivant, Bayley contre Nikki Cross pour le titre féminin de SmackDown. Alors que ce que je vous disais la semaine dernière, je vous disais que si c'était pas Bayley Banks à Clash of Champions, bah je pousserais une énorme gueulante. Alors est-ce que je dois pousser une énorme gueulante du coup? J'hésite. Là je suis en train de fermer de serrer les poings là, j'essaye de me contenir là. J'essaie de me contenir. Peut-être que comme ça je vais réussir à obtenir l'ultra instinct maîtrisé là, peut-être. Je vais essayer de me contenir parce que ce qui s'est passé depuis le mois dernier, vous l'avez tous vu, c'est qu'enfin ça a splitté entre Bayley et Banks. Finalement c'est Bayley qui a craqué après une défaite contre Jax et Bessler. Elle lui a défoncé sa race. Elle lui a défoncé sa race, hein. Désolé de parler crûment, mais c'est la vérité. Elle lui a défoncé sa mère, elle lui a éclaté la jambe, elle lui a éclaté la nuque avec une chaise. Et voilà, on l'a vu vendredi à SmackDown. Banks, très émouvante, plutôt une bonne promo. Et c'est là qu'elle a dit quelque chose qui m'a pas plu. Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'elle dit, c'est toi l'idiote, c'est toi la naïve, c'est pas moi l'idiote, c'est pas moi la naïve dans cette histoire. Et tu vas payer. Tu vas payer et je vais me venger. Et là, la phrase de trop, je vais te prendre la seule chose à laquelle tu sembles encore tenir, ta ceinture, ta putain de ceinture. Et là, j'ai grincé des dents vendredi quand j'ai entendu ça. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ils ont organisé un match pour déterminer la challengeuse numéro 1. Voilà. Donc il y avait Nikki Cross, il y avait Alexa Bliss, il y avait Tamina et il y avait Liz Evans. Bon, finalement, on a vu quelque chose d'intéressant, on va dire, où Alexa Bliss a apporté un Sister Abigail à Nikki Cross, et puis elle s'est barrée en plein match. Elle s'est barrée en plein match, elle a été complètement envoûtée, là. Et puis bon, bah finalement, elle s'en est sortie, Nikki Cross, elle a réussi à se qualifier, donc à gagner ce title shot. Voilà. Maintenant, bah, c'est ça qui m'embête, justement. C'est qu'on est en train de construire un match, donc un titre, un match de championnat entre Bayley et Cross, qui a eu des interactions en plus, juste avant le match. Cross s'est fait agresser d'ailleurs par Bayley juste avant le match. Donc déjà, ils sont en train déjà de teaser le truc. Donc ça, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de suspense pour le coup. Hein, à partir du moment où Bayley déjà commence à attaquer Cross, qui a un petit face à face entre les deux, et puis que finalement bah il y a le match, et puis finalement il gagne le match, bon bah du coup ils ont un peu tué le suspense. Bref, déjà c'est une première chose. Et puis finalement, bah on nous vend ce match pour Clash of Champions, mais en parallèle, il y a Banks qui dit je vais me venger, je vais te prendre la ceinture.
Vous voyez pas comme un hic là tout à coup là? Ça crève les yeux. Comment est-ce que vous voulez que je m'implique, que je m'investisse dans un match de championnat entre Bayley et Cross, en sachant pertinemment que de toute façon c'est Banks qui va affronter Bayley pour le titre et qui va, j'ai envie de dire, probablement lui prendre le titre. Quelle chance on peut donner à Nikki Cross là-dedans? Aucune. Aucune. Voilà. Et c'est ça le problème. Et c'était, si vous vouliez mettre un semblant de suspense pour dimanche, c'était pas compliqué à faire. Il y avait juste une phrase à dégager. Une seule phrase à dégager. Vendredi, dans la promo de Banks, il y avait juste à dire, je vais me venger. Tout simplement. Tu vas le payer, Bayley. Tu vas le payer, tout simplement. Et c'est tout. C'était tout. T'avais juste à dire ça. Je vais me venger. Tu vas le payer, Bayley. Et c'est tout. Au moins, elle ne parle pas de la ceinture. Elle parle juste d'une vengeance. Et comme ça, au moins, ça laisse au moins le doute. Et on ne sait pas, du coup, si à Clash of Champions, à l'issue de Clash of Champions, si Banks va affronter Bayley pour la ceinture ou non. Puisque, finalement, cette feud, elle pourrait tout à fait se développer sans ceinture. C'est ça l'histoire aussi. Même si, à mon humble avis, et ça c'était mon souhait personnel depuis longtemps, c'est que la ceinture de SmackDown soit en jeu, puisque de toute façon, c'est d'ailleurs la seule ceinture qu'elle n'ait jamais obtenue. Banks, elle ne l'a jamais eu cette putain de ceinture. Elle a eu la ceinture d'Oro, elle a eu les ceintures tag team, elle a eu la ceinture de NXT. Donc finalement, c'est la dernière ceinture qui lui reste, qui lui manque, pour être finalement Grand Slam Champion. Donc ça paraît logique que Banks ait cette chance d'affronter Bayley pour la ceinture, et non pas pour un match sans ceinture. Voilà. Mais là, ils nous ont tué le suspense, je suis désolé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Victoire de Bayley. Victoire de Bayley, d'autant plus, que oui, justement, il y a cette histoire intéressante, j'ai envie de dire, entre Bliss et Cross, puisque vous avez bien vu, Bliss, de plus en plus envoûté par obnubilé même par le Fiend. On a l'impression que dès que on prononce le nom du Fiend, c'est ça y est, elle est maraboutée, et comme elle l'a fait encore vendredi dernier, elle porte sa sister Abigail à Alicia Evans. Voilà. Elle s'en va comme ça. Elle est un peu inquiétante, un peu weird, on en est là. Donc il y a une histoire à raconter entre Bliss, le Fiend forcément, et Nikki Cross. Nikki Cross a bien du mal à communiquer, on va dire, avec Bliss, hein, parce que lui dit, t'es devenu bizarre là, avec le Fiend là. Il t'arrive quoi là, Alexa, Lexi même, il t'arrive quoi? Et voilà, c'est un peu bizarre. Et puis donc, oui, il y a eu après une intervention de Lacey Evans, et puis voilà, un match, un petit impromptu entre Evans et Cross. Voilà. Donc il y a une histoire aussi en parallèle à raconter. Et c'est dommage, parce que à travers l'histoire entre Bliss et Cross, on pouvait aussi faire un petit parallèle avec l'histoire entre Bayley et Banks. C'est ça aussi qui est intéressant. On a deux filles là, deux histoires entre les deux filles qui peuvent se ressembler aussi, entre deux amis qui pourraient éventuellement se déchirer aussi, hein, Bliss et Cross. Cross pourrait être peut-être se dit est-ce qu'elle va aussi me la faire à l'envers, Bliss, voilà. Alors qu'on sait tout, on est amis depuis longtemps, c'est toujours soutenu, patati patata. Est-ce qu'elle va pas me la foutre à l'envers? Il y a quelque chose à raconter à travers ça aussi. Maintenant, bon, il y a pas de turn. Maintenant, comme je vous le disais, les duos qui split, il y en a ras le cul. Bon, Bayley Banks, ça y est, c'est fait. Bayley Banks, bon, là, pour le coup, il fallait que ça se fasse. Là, je vais pas rager, il fallait que ça se fasse. Mais c'est encore un duo, en soi, c'est encore un duo qui split. Donc, Bliss et Cross, arrêtons. On va pas encore faire de turn entre les deux. Ce que vous pouvez faire, qui peut être intéressant, c'est que Cross devienne petit à petit comme Alexa Bliss, et devienne peut-être aussi envoûtée, se fasse envoûter aussi par le Fiend, et qu'on ait peut-être à nouveau, on va dire une tag team, comme elles ont été auparavant, à nouveau une tag team entre Bliss et Cross, mais complètement différente, repackagée si je puis dire, avec deux filles un peu weird, voilà, un peu inquiétantes, un peu bizarres, avec des comportements étranges, et toujours complètement envoûtées quoi, par le Fiend. Ça peut être l'avenir, et c'est pour ça que
Voilà, il n'y a pas de suspense, donc victoire de Bayley, et peut-être que Bliss va avoir son mot à dire, va peut-être intervenir de façon bizarre dans le match, avant, ou peut-être pendant, ou voire après. Je pense que ça va être clean, donc peut-être plus après. Il peut se passer quelque chose après, ou alors ce sera un segment backstage bien après, pendant le show, plus tard dans le show. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose entre Bliss et Cross, à voir. Il y a du storytelling, en tout cas, il y a des choses à nous raconter à travers ça. On verra bien jusqu'où ça va nous mener. Maintenant, voilà, il faut continuer chacune de son côté. Bayley avec Banks et Cross avec Bliss. Et voilà. De toute façon, Hell in a Cell, c'est le prochain pay-per-view. C'est dans un mois, le 25 octobre. Hell in a Cell. Donc, c'est l'occasion idéale de faire un Banks contre Bayley dans la structure de l'enfer. Évidemment. Dans la cage. Faites-le, bordel. C'est l'idéal. C'est l'idéal. En plus, elle l'a déjà fait, Banks contre Becky Lynch, et ça avait donné un super match. L'un des meilleurs matchs même de l'année. C'était l'année dernière, oui. C'était un super match, le Becky Banks en Hell in a Cell. Donc refaites-le. Refaites-nous-le. Mais cette fois-ci, face à Bayley. Il y a tellement de... C'est tellement personnel, ça va devenir tellement personnel entre les deux, que il y a une autoroute à faire, il y a une écriture, un storytelling à faire, qui est évident à faire. Il y a tellement de choses à faire, donc faites-le nous, et voilà, et puis que Banks prenne la ceinture derrière, voilà. Bon, là je vous fais mon pronostic déjà avec un mois d'avance. Mais bon, tout ça pour dire Cross out. Allez, match suivant, triple threat match, ladder match même, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté des petites échelles, hein, ça fait un petit peu plus parlant comme ça. Jeff Hardy, le champion intercontinental, contre AJ Styles et contre Sami Zayn, qui a fait son grand retour. Et oui, Sami Zayn, ça y est, il est parti du Canada, il est revenu là, il était au Canada, il est revenu, enfin, et évidemment, il est revenu avec ses promos toujours de grand rageux, pour dire qu'il a jamais perdu. Il a pris juste 3-4 mois de vacances. Il avait dû s'absenter, mais il a jamais perdu cette putain de ceinture. C'est lui, le champion légitime. Voilà, donc il clame ça. Et Styles, malheureusement, il a perdu son titre. J'ai été surpris, Jeff Hardy à SmackDown lui a pris le titre. Alors c'est ce qu'on nous explique depuis quelques temps. Voilà, Hardy a plus ou moins triché, c'est-à-dire qu'il a utilisé sa knee brace, donc sa genouillère, enfin son attel genou pour frapper Styles avec, et puis un petit coup de genou pour se dégager du Styles Clash, et puis il a réussi à gagner avec une senton bomb, voilà. Et depuis, Styles il arrête pas de rager, dire ouais c'est un tricheur. C'est juste, c'est une imposture là, ce Hardy là, le mec là, qui se prétend être le champion, un tricheur là, avec qui utilise son attel au genou là, hein, pour gagner des matchs, c'est scandaleux. Et voilà, donc Zayn qui est arrivé, et voilà, on a eu un match entre les deux, entre Styles et Zayn. Pas vraiment un number one contender, mais ils nous ont dit que c'était plus pour dire quel était celui des deux qui était un peu plus le plus légitime pour affronter Hardy. J'ai l'impression qu'ils nous ont vendu ça plus ou moins comme ça, et pas vraiment comme un number one contender match, mais pas loin. Et puis finalement, ça s'est pas fini clean. Il y a eu intervention de Hardy. Voilà, c'était à prévoir. Et Hardy, lui, il a pas peur. Il a pris le micro, puis il a dit: là, je suis thick and tired, j'en ai marre, je suis fatigué de tout ça. Maintenant, on va déterminer le vrai champion, hein, une bonne fois pour toutes. Là, on arrête les conneries, et on va faire ça dans un match pas normal, un match différent, dans un match que j'aime en plus, que j'affectionne tout particulièrement, un ladder match entre nous trois, tout simplement. Et comme l'a ajouté Xavier Woods vendredi, même samedi matin du coup pour nous à Talking Smack, c'est winner takes all. Winner takes all, c'est-à-dire que évidemment le vainqueur prend tout, si on peut dire, devient en tout cas le champion intercontinental undisputed, quoi, indiscutable. Voilà l'histoire. Le pronostic va pas être facile à faire. Ça pour moi c'est le show stealer. On tient le show stealer en puissance, hein, parce que c'est vrai que cette affiche elle donne envie, dans un ladder match en plus, qui est donc le match de Jeff Hardy. Même si évidemment il est plus tout frais maintenant, hein. C'est sûr que il est plus tout jeune, et il peut plus se déplacer comme avant, hein, c'est sûr. Maintenant, quand on voit le plateau, les trois mecs, il y a du niveau, hein, il y a du in-ring, et
Ça peut être vraiment le show stealer, et je pense que ça sera le show stealer. On tient un 4 étoiles au grand minimum, hein. On peut avoir au moins 4 étoiles avec ce match. Le pronostic est pas facile. Bon, de toute façon, on est sûr qu'il y aura un vainqueur, ça c'est sûr. Maintenant, bon, tout le monde va être protégé, ça c'est l'avantage. C'est un ladder match, donc pas de pin, pas de soumission. Ça, c'est très bien. S'il n'y a pas d'intervention surprise, de toute façon, j'en vois pas trop là dans ce match. Non, je vois pas d'intervention. Je donnerai la victoire quand même à Jeff Hardy. Parce que c'est son run, c'est son dernier run. On sent que voilà, on est en train de le propulser pour un dernier run. Et alors, il pourrait... Je pourrais vous donner un contre-argument aussi. C'est que Jeff Hardy perd déjà son titre pour tout de suite le monter pour le titre universel face à Reigns. Ça peut être jouable. Ça peut être jouable. C'est vrai, ça peut faire sens. S'ils veulent vraiment lui donner un dernier run pour le titre universel à Jeff Hardy, c'est possible. C'est le seul, pour moi, c'est le seul argument pour dire que Jeff Hardy va perdre. Ce serait que Jeff Hardy monte pour le titre universel. En gagnant un number one contender match, hein, pas pour le propulser d'un coup, hein, pas gratuitement. Il gagnera un match du qualif, voilà. Je pense que ça peut être un truc à faire. Avec Matt Riddle, ils mettront peut-être Biggie, Sheamus, voilà. Ils mettront un peu ces mecs-là dans l'histoire. C'est pas facile. Zayn, je le pense pas. Zayn, je ne pense pas. Je pense que son tour est passé. Je pense pas que ça a été très très apprécié son retrait, on va dire, pendant autant de temps. Même si on a beau dire que oui, ils avaient le droit pour le Covid, ils avaient le droit de rester chez eux, c'était tout à fait légal, il n'y aurait pas de dépouche en conséquence. J'ai des doutes là-dessus, je suis pas sûr que Zayn soit du coup récompensé au final. Donc je ne pense pas, je pense que ça va plus se jouer entre Hardy et Styles. Ça m'emmerde sur le principe que Styles ait perdu cette ceinture. Il a perdu cette ceinture un peu trop tôt, alors qu'il pouvait partir sur un long run, un très très long run. Maintenant, Hardy, oui, il avait besoin aussi de son run, d'un dernier run. C'est pas facile. Je vais donner Jeff Hardy quand même. Je vais donner Jeff Hardy parce que c'est son match, c'est le ladder match, c'est sa maison, c'est son jardin. Et Styles pourra peut-être aussi avoir une possibilité contre Hardy à l'avenir. Comme je vous disais, de toute façon, il n'y a pas de pin, il n'y a pas de soumission. Donc il n'y a pas trop de problème, on peut refaire un match. Voilà, on peut refaire un match derrière. On verra bien. Et bon, bah, si c'est Styles qui prend la ceinture, il pourra aussi feuder, par exemple, face à Matt Riddle. Par exemple, Matt Riddle contre Styles, on peut le refaire. Biggie peut-être. Voilà, si on veut faire un face contre il. Peut-être le grand retour de Bryan aussi. Hein. C'est vrai que Bryan, il est un peu aussi avec son bébé. Hein, il est aussi très, il se protège hein, ici aussi. Mais lui, je pense pas qu'il sera dépouché pour le coup. Bref. Donc, je donnais quand même la victoire à Jeff Hardy. Mais peut-être que dans le week-end, je vais peut-être changer d'avis. Je vais donner Styles. Mais à l'heure qu'il est, hein, puisque faut bien que je vous poste ma vidéo et que je vous donne mon pronostic, je vais quand même plutôt partir sur la conservation du titre par Jeff Hardy dans ce qui pourrait être vraiment le show stealer. Allez, match suivant. Match étonnant. Titre universel en jeu entre Roman Reigns et Jey Uso. Et oui, cousin contre cousin, c'est étonnant. Étonnant. Qui aurait cru ça il y a encore quelques semaines? Qui aurait cru ce match? Qui aurait cru ça possible? Évidemment, il y a un mois, je vous disais quoi? Je vous disais que, probablement, que le Fiend allait être le prochain adversaire. Logique. Puisque il avait pas pris le pin à Payback. Donc, oui, forcément, bon, mais Braun, on allait le mettre un peu de côté. Et puis le Fiend, il allait partir en feud avec Reigns. Ça paraissait s'écrire de tout seul, de soi-même. Voilà. Et ben non, le Fiend, pour l'instant, on le met un peu de côté. Voilà, bon, il y a Bliss un peu qui tourne autour, mais pour l'instant, voilà, on sort mais, justement, on va en parler. On a un nouveau personnage de la Firefly Funhouse. Il y a Wobbly Walrus. Il y a Wobbly Walrus qu'on pourrait traduire par le morse bancal, le morse chancelant. Voilà, c'est un peu le morse, oui, un peu braque-ballant, là, qui est pas très, voilà, qui est plutôt bancal, et qui est représenté sous les traits, bien entendu, de Paul Heyman. Ladies and gentlemen, my name is Wobbly Walrus. Donc évidemment, c'est clairement
sans contestation possible, une caricature de Paul Heyman. Donc évidemment, lorsqu'on nous présente ça il y a une semaine, là, 10 jours, bah forcément on se dit, bon bah il prépare déjà la feud, le Finn contre Reigns. Voilà. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, en vous parlant de ça, quand je vous dis ça, ça va me renforcer d'ailleurs, par rapport à mon pronostic précédent, que Jeff Hardy va conserver. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ils peuvent aussi donner un dernier run pour le titre universel à Jeff Hardy, mais à partir du moment où il y a le Finn qui est déjà en place, il a déjà planté sa première graine avec Wobbly Walrus, donc je pense que c'est plutôt le Finn qui sera le challenger suivant. Donc pour l'instant, Jeff Hardy, je pense qu'il n'y a pas besoin de lui faire perdre la ceinture tout de suite. Voilà, donc ça me renforce dans mon pronostic. Donc je maintiens Jeff Hardy. Voilà, désolé, j'ai fait mon petit aller-retour. Je maintiens Jeff Hardy. Et donc bah oui, intéressante cette intégration de Jey Uso, puisqu'évidemment c'est ce bloodline, c'est la lignée, c'est le sang, le même sang qui coule dans leurs veines. Hein, ce n'est pas la rivière de leur enfance, mais pas loin. Hein, comme dirait Michel Sardou et Garou. Bref, on sent quand même qu'à travers ça, il y a une volonté personnelle de Roman Reigns de travailler avec son cousin, chose qu'il n'a pas eu vraiment l'occasion de faire dans le passé, hein, pas beaucoup en tout cas, et de le mettre en lumière. C'est vrai que bon, de toute façon, Jimmy il est blessé pour un très très long moment. Bah, il a rien à faire, Jay, donc voilà, c'est la bonne opportunité, voilà. Et puis bon, bah, il a gagné quand même un four-way avec Corbin, avec Sheamus, et avec Matt Riddle. Donc il était quand même... Alors ils l'ont intégré au dernier moment, puisque évidemment Biggie il aurait dû en être. Il a remplacé Biggie, mais qui s'est fait agresser par Sheamus, donc il l'a remplacé au pied levé. Sur la demande, justement sur la demande, enfin à la demande de Roman Reigns. Voilà. Et il a saisi l'opportunité à bras le corps, notre ami Jay, avec un splash venu d'ailleurs, alors qu'il était complètement parti dans les décors. Là, Corbin l'avait complètement foutu dans les décors, hein, carrément dans le mur de LED, enfin le mur de Thunderdome avec tous les écrans là. Et il est revenu from out of nowhere pour porter un énorme splash et s'imposer. Et donc gagner cette opportunité venue d'ailleurs. Et voilà, donc on commence à construire quelque chose, donc avec un nouveau Reigns, hein, badass, qui parle peu, mais qui parle bien, on va dire. Avec bien sûr un Paul Heyman qui continue de faire ses promos, mais on est sur une relation différente, hein, de celle d'avec Lesnar. Évidemment, Reigns parle beaucoup plus que Lesnar. Lesnar ne parlait jamais. Hein. Reigns, lui, il fait ce 2-3 mots assez badass, sans sourire, et comme il dit, show up and win, hein, wreck everyone and leave aussi. Voilà, il y a un peu ces deux catchphrases. Hein, il vient, il gagne, il s'en va, en gros, hein, il détruit tout, il s'en va. Le minimum syndical. C'est vrai qu'on sent que, à travers sa santé, hein, on le sait, le Covid et sa santé, tout ce qu'il a connu comme problème, et qu'il connaît encore, hein, on peut pas dire non plus qu'il soit totalement sorti d'affaire. Je pense qu'il marche à l'économie, et on l'a vu depuis ses débuts, depuis son retour en heel. Bah, ces matchs, c'est vraiment 3 minutes douche comprise. Hein. On l'a vu le hold-up, hein, comme je l'avais titré dans ma vignette de Payback, de la review de Payback. Bah oui, il est arrivé en hold-up, 3 minutes douche comprise. Voilà, il a fait un 2 contre 2 là, avec Jay contre Corbin et Sheamus, pareil. Il arrive en retard, il fait le tag, Spear, terminé. 3 minutes douche comprise. Là, ils ont fait une espèce alors, Samoan Street Fight entre guillemets. Bon, c'est un peu un espèce de tornado tactic match, hein, en fait, hein, ça c'est pareil. Il s'est un petit peu plus donné, on va dire. Il a fait un Spear, il a fait 2-3 trucs, mais ça restait court. Ça presta, hein, c'était 5-6 minutes d'effort, pas plus. Hein. Donc, il se ménage. Voilà. Mais il frappe pas Jay. Ils sont en feud là. Enfin, en feud, oui, ils sont en feud, mais pour l'instant, il se contient. Reigns, pardon, il se contient. Voilà, il fait genre le mec sympa, qui donne une opportunité à son cousin. Mais le cousin qui l'a saisi, hein, il gagne son opportunité. Mais il fait un peu le naïf, il fait un peu le concon là, le Jay. Genre, il dit oui, ouais, c'est vrai, Eman, ouais, bon, bah, tu nous connais, t'as connu la famille, voilà, c'est vrai que tu nous connais depuis longtemps. Voilà, je te remercie, Roman, pour l'opportunité. Hein. Le mec, il fait le pote. Il est décontracté, il est trop décontracté, Jay. Mais on l'a vu, là, dans le Samoan Street Fight, il lui a damé le pion. Jey Uso, il a damé le pion de Reigns, qui avait porté un spear, il était sur le point de faire le tomber, sauf que il se fait damer le pion par Jay, qui porte un splash, et hop,
il lui fait le tomber sous le nez. Il a pas aimé. Alors il y a eu un câlin, un long câlin. Sur ce, on s'est dit, oulala, il va lui frapper, il va le marave. Non, il se contient pour l'instant. Jay s'en va, mais Reigns fixe des yeux Jay, il a l'air de dire ouh là là, mon petit coco, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher dimanche. Et voilà, c'est comme ça que c'est terminé le dernier SmackDown. Voilà donc, pour le contexte, le pronostic, je crois que c'est l'un des matchs les moins difficiles à pronostiquer depuis de très très nombreuses années. Hein. Faut le dire. Là, je crois que c'est le match le plus facile à pronostiquer. Évidemment, victoire de Reigns. Il va le défoncer. Et la durée va être courte encore. Hein, puisque, comme je vous disais, bon bah oui, il se ménage pour l'instant. Donc ce sera pas le main event. Je pense que ça ne vaut pas le main event de toute façon. Ça va être un petit match de 5 minutes, 5-6 minutes, je dirais, à peu près. Pas plus de 10, je pense, pas plus de 10. Je pense que, pour lui donner cette opportunité, cette mise en lumière à Jay, je pense que même qu'il faut laisser un peu Jay briller. Je pense qu'il faut lui laisser l'opportunité quand même de placer quelques moves, quelques splash, quelques envolées, le laisser dérouler son catch quand même, et lui montrer quand même qu'il méritait quand même cette opportunité quoi. Je pense que ce serait pas mal, et je pense que Reigns acceptera en coulisses, hein, je vous parle, acceptera, il sera même content de voir Jay, enfin de le laisser Jay s'exprimer. Parce que je pense qu'il sera, ça sera pas, je pense, dans son souhait personnel de vouloir squasher Jay comme ça. Il le battra relativement facilement, mais ce sera pas un squash. Ce sera un semi-squash, j'ai envie de dire. Un semi-squash, 5-6 minutes, mais un Reigns très difficile à ébranler et qui va s'imposer assez facilement au final, relativement facilement, avec un spear terminé. Et là par contre, le post-match, on peut nous raconter une belle histoire. Au moins c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a un lien évidemment entre les deux. Ça se raconte facilement. Et là, tu peux faire un gros post-match, un gros beatdown, quelque chose de marquant. Tu le dégages, là tu lui lattes la gueule. Jimmy Uso, il est blessé, on le sait. Maintenant, est-ce qu'il peut pas aussi à un moment donné revenir? Est-ce que ce sera des Clash of Champions ou plus tard? Je sais pas dans quel état il est là. Est-ce qu'il peut vraiment marcher? Je sais pas comment il peut se déplacer actuellement. Donc à voir. Mais à mon avis, ça sera la lame. Enfin, ça sera. Si on veut vraiment continuer à nous raconter une histoire samoane, je pense qu'il faudra continuer lors du retour de Jimmy, qui se fera également éclater par Reigns, avec Rikishi ensuite, le papa, qui viendra pour essayer de s'expliquer avec Reigns. Et pareil, il sera sans pitié, il éclatera. Faire une espèce de Reigns un peu à la mode Orton, vous voyez, sans pitié, qui peut même s'en prendre une légende quoi. Et tout à coup, petit à petit, tous les Samoans vont y passer, et jusqu'au boss de fin, The Rock. Voilà l'histoire. Enfin, il y a quelque chose à écrire là-dessus. Alors évidemment, c'est très compliqué de se dire maintenant, est-ce que The Rock va pouvoir avoir le temps, l'agenda pour avoir un programme avec Reigns, etc., etc. Parce que ce match-là, s'il devait avoir lieu, je pense que ce serait plus pour WrestleMania 37. Il y a une longue histoire à raconter là. Hein. Il y a une autoroute, j'ai envie de dire. À partir du moment où ils prennent la route samoane, là, la voie samoane, là, vous regardez l'horizon et vous voyez tous les petits obstacles. Là, vous voyez Jay, vous voyez Jimmy, vous voyez Rikishi. Vous pouvez même introduire éventuellement une femme. Hein. Vous pouvez même mettre Nia Jax dans l'histoire. Hein. Pourquoi pas Maintenant, bon, je crois pas Reigns s'en prendre à Nia Jax, mais peut-être mettre une fille entre les deux. Voilà. Il y a vraiment des histoires à raconter. Et puis il y a Naomi. Oui, voilà, vous pouvez mettre Naomi, comme c'est la femme de Jimmy. Vous pouvez mettre Naomi, qui va se faire détruire par Nia Jax. Alors ça c'est pour plus tard, parce qu'évidemment là, bon, c'est un peu compliqué, là, elle est championne par équipe, Nia. Bon, elle peut naviguer d'une brande à l'autre. Ça peut se faire, ça peut s'écrire. Mais ça peut se faire plus tard. Dans le build-up, dans les mois à venir. On verra comment ça avancera, et puis il y aura la draft également. Il peut faire quelque chose comme ça. Voilà. Si Nia Jax éclate Naomi, ça peut encore donner de la hit. Pour le coup. Et là, Nia Jax, du coup, serait plus alliée à Reigns dans l'histoire. Mais il y a vraiment des choses à raconter, là. C'est assez facile, hein.
Et alors peut-être que, sait-on jamais, si on va très très loin, le Rock peut-être gagnerait le Rumble et affronterait Reigns à WrestleMania pour le titre universel. Il y a plein de choses à raconter là-dessus. Hein. Voilà. Et alors dernier élément, hein, bien sûr, mais faut pas y compter, c'est le cash-in d'Otis. Là, faut pas y compter, c'est terminé quoi. Là, Otis, il est très très mal barré. Il a été poursuivi là. Et il a un procès au cul même, il a été mis parce que bah voilà, le Miz fait tout pour qu'il perde sa ceinture, son contrat, et donc là il faut qu'il rende son contrat la semaine prochaine, donc on va le voir enfin vendredi là à SmackDown, il va falloir qu'il rende son contrat, parce que là il est poursuivi en justice, bon ça part très très loin cette histoire, et on sent de plus en plus le match avec peut-être une stipulation peut-être contrat versus Mandy, éventuellement, Mandy revient à SmackDown si Otis gagne. Et si Otis ne gagne pas, bon bah du coup là, il perd son contrat et ce sera soit le Miz, soit Morrison qui récupérera le contrat. Ils peuvent faire un truc comme ça. En tout cas, ça pue là, ça pue le rétropédalage. Hein. On sent peut-être que en interne, ils se disent peut-être qu'ils ont fait une grosse connerie en donnant la molette à Otis et que ils sont en train d'échafauder un plan pour un prétexte pour qu'ils la perdent. C'est terrible. Hein. Si c'est vraiment ça, l'histoire, c'est terrible pour Otis. Hein. Même si je serais pas mécontent en soi, parce que c'est vrai que c'est compliqué de donner la mallette à Otis, c'est vrai que c'était un peu casse-gueule d'entrée de jeu. Il nous avait bien divertis à l'époque, en avril-mai il nous avait bien divertis, mais c'est vrai que bah il savait plus quoi en faire derrière quoi. C'était la merde. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte après quoi. Trop tard quoi. Bref, on verra bien. Ça c'est pour la parenthèse, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de cash-in. En tout cas pas à Clash of Champions, et il faudra d'abord régler cette histoire de contrat, on verra vendredi ce qu'il en est. Donc victoire bien sûr de Roman Reigns, mais il va falloir nous raconter quelque chose derrière, et puis bien entendu le Fiend. Est-ce qu'on verra le Fiend après le match? Peut-être, c'est un peu difficile c'est difficile à dire, mais je pense que ce sera l'adversaire suivant pour Hell in a Cell, pas forcément dans la structure, peut-être pas encore, match normal entre le Fiend et Roman Reigns. Il y aura donc un mois pour builder ça. Je pense que c'est vraiment ce qui se profile après pour Roman Reigns, donc le Fiend. Allez, match suivant qui sera pour moi je pense le main event. Un match entre Randy Orton et Drew McIntyre, le champion bien sûr de la WWE. Donc le titre en jeu. Dans un ambulance match. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils se sont pris la tête. Ils se sont tellement compliqués en faisant cet ambulance match, en intégrant Keith Lee dans l'histoire. Alors Keith Lee, certes, il est très protégé, hein. Il a jamais perdu clean encore, c'est vrai. Il a été très protégé. Il a même battu Orton en 6-7 minutes à Payback. Il a créé la sensation. Mais à chaque fois, on a fait des matchs entre Lee et Orton, entre Lee et Drew McIntyre, et jamais ça se finissait clean. Il y avait toujours des DQ. Keith Lee, c'est Monsieur DQ. Comme il faut le protéger, à chaque fois, c'était DQ, c'était Retribution, c'était Drew McIntyre qui intervenait avec un Claymore, c'était Orton qui intervenait avec un RKO, ou un coup de chaise, comme hier soir encore, hein, encore une fois, il intervient avec un coup de chaise, donc un nouveau DQ, il y en a ras le cul des DQ, il y a que ça. C'est un aimant à DQ qui flie quoi. Alors je sais, il faut le protéger, mais merde, ils peuvent pas faire ça autrement à un moment donné, changer à chaque fois, changer un peu de disque quoi. Donc bon, voilà, mais Keith Lee, bon, au moins qui reste fort, si on peut dire, et qui traîne un peu dans cette histoire, avec un peu un échange de finishers. Voilà, bon Drew McIntyre il s'est pris 3 pun kicks dans la gueule, et est parti pendant 2 semaines, hein, le temps de se récupérer, et il s'est vengé avec 3 Claymore 2 semaines après sur Orton, qui lui-même s'est absenté 15 jours, hein, si je ne m'abuse. Il est revenu hier, finalement, pour donc intervenir dans ce match entre Drew et Lee. Et donc l'histoire c'était de nous dire que si Keith Lee gagnait contre Orton, il avait l'occasion d'affronter Drew McIntyre pour le titre à Clash of Champions, à condition que Randy Orton ne soit pas apte à lutter à Clash of Champions. Mon Dieu, déjà rien que la phrase, elle me donne des maux de tête. Vite, aspirine, vite. Attendez une seconde. Voilà. Là, je suis en train de faire marcher l'aspirine, là. Voilà, j'ai déjà des maux de crâne, là, rien qu'à raconter toute cette stipulation, quoi. Mais quelle prise de tête! Quelle complication! Se faire des nœuds à la tête pour pas grand chose, quoi. C'était tellement plus facile à écrire, quoi. Putain, quoi. Alors c'est bien, hein, Keith Lee, ils le mettent tout de suite en haut, quoi, tout de suite dans le mini-event. Mais putain!
qu'est-ce que c'était compliqué. Et puis comme Keith Lee, il est reconnu, on va dire, comme un pote de Drew McIntyre, ils ont commencé un peu à mettre un peu de la zizanie entre les deux, puisque évidemment, comme Drew McIntyre, il a intervenu 2 fois, je crois que ça fait 2 fois qu'il intervient dans les matchs entre Lee et Orton, et ça provoque un DQ à chaque fois. Donc là, à un moment donné, la semaine dernière, hein, c'était, je crois, ouais, où à Raw Talk, Keith Lee dit en gros une phrase que j'ai bien aimée. Drew, lorsque je suis en train de faire des vagues, laisse-moi surfer. Laisse-moi surfer. Mais oui, laisse-moi surfer, putain. Merde, là. Je suis en train de faire ma marque. Bordel, arrête d'intervenir, merde. Je veux bien que tu sois mon pote, mais là, il y a des limites. Il y a des limites. Donc là, il en a ras le cul. Il en a ras le cul. Et là, hier, c'est Orton, cette fois-ci. Coup de chaise. Et là, pouf. À nouveau, on écrase la mâchoire de Drew McIntyre, qui est vraiment son point faible actuellement. Hein. D'ailleurs, ça va être un gros storytelling dans ce match de dimanche. La mâchoire de Drew McIntyre, qui est mise à mal. Là, actuellement, il se prend encore un coup de chaise sur la mâchoire, hein, parce qu'il se prend 3 pun kicks. Là, il se prend encore les chaises sur la mâchoire. Il a qu'à voir le Dr. Britt Baker. Hein, il a qu'à voir le dentiste, Britt Baker, voilà. Elle est pas très loin, elle a Jacksonville. Quelques kilomètres d'Orlando, il a qu'à y aller, voilà. Bref. Et il s'est pris un pun kick derrière, Keith Lee. Il s'est pris un pun kick, donc... et il avait pris un Claymore juste avant dans le match. Donc Claymore, pun kick, hein, Keith Lee prend cher. Maintenant, est-ce que ça suffit pour éloigner Keith Lee pendant X temps? À voir, parce que... Si je dois... Voilà, je vais vous donner mon pronostic. Puisqu'évidemment, un ambulance match, je vous rappelle la règle, il faut... projeter son adversaire à l'intérieur, donc à l'arrière de la bagnole, à l'arrière de l'ambulance, et refermer, c'est ça le plus important, refermer la porte pour s'imposer, hein, il suffit pas de le balancer dans la bagnole, il faut refermer les portes pour que le match se termine, et ben donc il n'y a pas de pin, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de DQ bien entendu dans ce style de match, et ben je vais vous donner un pronostic assez ambitieux, mais qui pour moi est logique, tellement Keith Lee a été impliqué dans l'histoire entre les deux, et bien justement, je pense que Keith Lee va venir en plein match, à la fin. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien, je pense qu'il va balancer à la fois, enfin, ou coup sur coup, il va balancer Drew McIntyre dans l'ambulance. Il va faire pareil à Orton. Il va le foutre aussi dans la bagnole. Et là, il va refermer les 2 portes. Il va refermer les 2 portes. Et là-dessus, ding, 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 ding. Et voilà, on va finir avec une nouvelle fin. On va finir le show sur une fin de merde. Parce que c'est... Oui, en soi, c'est encore une fin de merde. Mais qui, malheureusement, il faut le dire, peut avoir du sens. Parce que Keith Lee, il en a ras le cul. À chaque fois, quand c'est pas Drew, c'est Orton qui intervient. Donc là, le mec, il va exploser. Et il a pris qu'un Claymore et un pun kick cette semaine. Je pense que il peut revenir dès dimanche. Il n'a pas pris 3 pun kicks, il n'a pas pris 3 RKO, il n'a pas pris 3 Claymore. Donc je pense que il peut revenir dimanche, Keith Lee. Ils vont pas l'écarter. Je ne pense pas, enfin c'est mon pronostic, je pense qu'ils l'ont trop impliqué dans l'histoire pour qu'il n'intervienne pas dimanche. Voilà. Voilà mon pronostic. Donc je vais bien sûr donner donc la conservation du titre par Drew McIntyre. Parce qu'évidemment, avec un no contest, hein, avec les 2 hommes qui vont être dans l'ambulance et la porte qui va se fermer, bah du coup bah le titre ne change pas de main, hein, tout simplement, puisque c'est Keith Lee qui aura provoqué ça. Et que du coup, bah évidemment, à travers ça, on va construire un triple threat match dans la cage de l'enfer, la structure de l'enfer, entre Drew McIntyre, Randy Orton et Keith Lee. Voilà. Au moins, il n'y aura pas de DQ. Hein, c'est ça l'avantage. Donc on va arrêter les conneries, on va arrêter les interventions extérieures, on va arrêter Retribution. Hein, j'espère qu'ils vont pas intervenir. Hein, parce que là, c'est vrai qu'on les voit beaucoup trop. Enfin, ils interviennent partout. J'espère qu'ils vont pas non plus foutre la merde. D'ailleurs, dans l'ambulance match. Parce que si ça se trouve, c'est eux qui vont... Mais si ça se trouve, c'est eux qui vont mettre Orton et Drew dans l'ambulance et qui vont fermer les portes. Mais je trouve que ça n'aurait pas de sens. Pour moi, c'est à Keith Lee de réagir. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un triple threat Hell in a Cell match. Donc du coup, je vous ai déjà booké les 2 Hell in a Cell match du 25 octobre. Hein. Drew, Orton, Keith Lee, Hell in a Cell match. Et Bayley Banks, Hell in a Cell match. Voilà, je vous ai déjà fait mon booking. Alors là, franchement,
Vous pouvez me remercier, je vous ai déjà tout fait. Voilà, donc triple threat match, et peut-être un Retribution qui va peut-être aussi intervenir dans le Hell in a Cell match, mais ça on aura le temps d'en reparler. The Judge, the Juries, the Executioners, we are Retribution. Voilà, très très belle imitation de T-Bar, Djokovic. Il faut l'appeler T-Bar maintenant, le baraté. Oui, va falloir s'y habituer. Bref, ça, on en reparlera plus tard de Retribution. Retribution, est-ce qu'ils vont être présents d'ailleurs dans ce show? Parce que c'est vrai qu'ils étaient étrangement absents de SummerSlam, de Payback. Comme je vous disais, c'est bizarre, ils n'interviennent que dans les weekly. Et les pay-per-view, non, ils se privent de pay-per-view. Ils n'ont pas le droit. Ils sont bannis des pay-per-view, c'est très bizarre. Et en plus, maintenant, ils sont réduits qu'à Monday Night Raw. Depuis, on sait maintenant, SmackDown c'est terminé. C'est Raw uniquement. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire leur première apparition en pay-per-view? Si je dois faire un petit pronostic comme ça, je dirais non. Je dirais non. Je pense pas. Ils sont là, ils sont plutôt. C'est pas si évident en même temps, parce que c'est vrai que Drew McIntyre s'est fait justice lui-même hier soir à la fin d'Euro, puisqu'ils ont coaché pour la première fois les trois là, Mace, Slapjack et T-Bar. Ils ont affronté le Hard Business et alors avec un DQ incompréhensible, encore un DQ de la merde, juste de la merde, parce que l'homme qui était pas légal, à savoir T-Bar, avait donné un coup à Lashley et du coup DQ quoi, n'importe quoi ce DQ encore. Et puis là, alors tous les mignons là, les petits mignons là, tous les petits mecs là, masqués de Retribution sont intervenus, le gros bordel. Et Drew McIntyre qui est arrivé là parce qu'il en avait ras le cul aussi, il avait envie de se battre. Il a ramené toute la cavalerie, le roster de Raw. On avait l'impression qu'on était en train de builder le Royal Rumble là. C'est le gros bordel. Et puis hop, tout à coup, le ring s'est vidé. Drew McIntyre là était tout seul. Et puis hop, RKO d'Orton. Voilà. Et on a fini le show comme ça. Donc Retribution, pour l'instant, à ce moment-là, il n'y avait pas trop d'importance. Là, c'était surtout entre Drew et Orton. Et peut-être que Retribution va se venger là-dessus. Bon, voilà. J'espère qu'ils vont pas avoir d'incidence dans l'ambulance match. Ça me fait un peu peur. Imaginez si T-Bar est finalement le conducteur de l'ambulance. On va nous le révéler à la fin. T-Bar va se retrouver au volant. Il va partir. Et il va partir en embarquant les deux. Et on va apprendre que finalement c'est Keith Lee qui va faire partie de Retribution. Oh là là, putain, ce fantasy booking de merde. Arrêtons. Je n'ai rien dit. Donc non, Retribution, non. Allez, on va dire non. C'est pas impossible, sur le pas impossible, vu la fin de Raw, c'est pas impossible qu'ils interviennent, Retribution. Mais voilà, on va dire non. Et pour moi, c'est que Keith Lee qui interviendra, parce que c'est plus logique comme ça, vu la storyline depuis un mois là. Et Keith Lee est omniprésent entre les deux hommes. Donc voilà, triple threat à Hell in a Cell. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Clash of Champions, désolé encore, j'ai fait une longue vidéo, oh là là, 1h12, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire, au moins j'ai été complet, vous aurez toutes les clés, comme je vous le dis, comme je vous le disais, bon bah voilà, ça peut s'écouter en plusieurs fois, ça peut s'écouter en ma vidéo en vitesse accélérée, x 1,5, x 1,75, x 2, vous savez comment ça se passe. Je salue mes camarades Papy Catch, J-Mark Sans, Cody et Enzo des rebuts du catch. Voilà, mes amitiés à tout le monde et à tous ceux qui me suivent, notamment sur Twitter. Je vous remercie de m'écouter. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, et n'oubliez pas de liker. C'est très important pour ma visibilité. Donc, une visibilité, un like, voilà, le max de likes possible, au moins une dizaine de likes, ce serait déjà pas mal. Et j'espère que vous serez nombreux à m'écouter et à me regarder et à prendre tout votre temps pour avoir toutes les clés pour dimanche. Je pense que vous les avez toutes à présent, notamment pour ceux qui ne suivent pas trop les weekly, notamment ceux qui en ont marre de la VVE et du main roster, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile ces derniers temps. C'est vrai que toutes ces incohérences de booking, ces ressucés, on va dire, de storyline, et ces bookings qui changent une fois sur deux, on comprend plus rien, ces DQ, ces fins à la moelle nœud, c'est vrai qu'on en a un peu marre à un moment donné. Voilà donc, on se retrouve donc dès, je pense, lundi soir. Je pense que je vais la faire lundi soir. Voilà, juste avant Raw. Je pense que je la ferai juste avant Raw, parce que j'avais constaté que ma vidéo avait fait plus de vues en la faisant le lundi que le mardi soir. Donc je pense que je ferai ma review lundi soir. On parlera tranquillement de Clash of Champions, en espérant que ce soit un bon show, même s'il y a plusieurs matchs qui sont pas très tentants.
Il y a quelques-uns qui peuvent mériter le détour. On verra bien. Des changements de ceinture, il n'y en aura pas tant que ça, je pense. Il y en aura, mais pas tant que ça. Hein, vu ce que je vous ai dit. Vu ce que je vous ai dit. On verra bien. En tout cas, portez-vous bien. Passez une très très bonne semaine. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch. Et zéro miedo! Ciao à tous.